Max, c'est un vrai plaisir de te revoir. Ça faisait bien trop longtemps. Et avant même de te poser la première question, en fait, tu as dit quelque chose juste avant qu'on commence à enregistrer. Et je me suis dit, il faut qu'on passe en direct tout de suite, parce que c'était une remarque vraiment juste. Tu peux la redire et peut-être développer un peu ce que tu voulais dire. J'ai vraiment aimé cette phrase. Eh bien, je te demandais combien de directs tu faisais par jour, parce que tu interviews 8, 10 personnes par jour, quelque chose comme ça. Et je t'ai dit que tu n'allais pas t'en sortir comme ça, parce qu'on est dans une sorte de cycle de guerre, avec des phases d'escalade et de désescalade, jusqu'à ce qu'un camp finisse par capituler complètement. C'est un peu comme un combat jusqu'au bout. C'est une guerre existentielle. Et on entend parler de ces opérations, différentes opérations, souvent nommées par Israël ou par les États-Unis. On a eu la première opération conjointe américano-israélienne, que j'appelle l'opération Epstein Fury. D'autres l'appellent Fureur épique. Ça a été un échec total. Même Wikipédia, qui est en quelque sorte une machine de gestion du récit de l'OTAN, enfin, si vous regardez la page de The Grey Zone ou la mienne, c'est juste un ensemble de déformations, de demi-vérités, de diffamations et de mensonges. C'est évident que ça sert à contrôler le récit pour le compte d'un certain camp de pouvoir. Wikipédia a même déclaré que la guerre d'Iran de 2026 avait été une victoire pour l'Iran et une défaite stratégique pour la coalition américano-israélienne. Mais quand je dis qu'un des deux camps doit capituler, je pense que sous bien des aspects, les États-Unis ont déjà capitulé. Les États-Unis ont leurs propres intérêts, qui sont indépendants de ceux d'Israël. En réalité, c'est un affrontement entre Israël, ou plutôt le sionisme, l'idéologie qui sous-tend ce qu'on appelle l'État juif autoproclamé, une entité sans frontières, anachronique et surarmée, et la résistance, c'est-à-dire tout ce qui, dans la région, s'y oppose. Voilà où nous en sommes. Et les États-Unis veulent prendre leur distance. Ce n'est pas seulement Trump ou J.D. Vance, c'est au fond une partie de l'establishment américain, celle qui n'est pas idéologiquement liée au sionisme, pour des raisons identitaires personnelles, qui cherche à se retirer parce qu'elle s'est heurtée aux dures réalités du terrain. On peut en parler. Je pense que si on écoute bien les mots que J.D. Vance utilise, en fait, il dit publiquement quelque chose que des présidents américains ont déjà dit en privé. Par exemple, quand Bill Clinton a quitté furieux une réunion avec Benjamin Netanyahu à la fin des années 90, en lançant « C'est qui la superpuissance ici ?» J.D. Vance, lui, dit ça publiquement, et il ne cesse d'utiliser le mot « réalité ». Et c'est bien ce mot-là qui est central dans cette discussion sur le protocole d'accord et sur l'état actuel, historique, de la relation entre les États-Unis et Israël. La réalité. La réalité, c'est tout simplement les relations internationales normales. La réalité, c'est l'inquiétude face à l'état de l'économie mondiale. La réalité, ce sont aussi les calculs politiques internes de Donald Trump et des candidats républicains au Congrès, surtout ceux qui se présentent dans des circonscriptions disputées pour les élections de mi-mandat. La réalité, ce sont les travailleurs américains, ceux qui essayent simplement d'aller au boulot ou de conduire pour Uber. Et la réalité, c'est ce que vivent des millions de personnes. De l'Asie à l'Afrique, alors que le détroit d'Ormuz est fermé et qu'elle se prépare à des émeutes de la faim. La réalité, c'est quelque chose que la plupart des gens, disons 99% des gens dans le monde, peut-être même 99,78%, perçoivent d'une manière assez partagée. Il y a une sorte de réalité de base que tout le monde vit. Et les nations, elles, vivent cette réalité à travers le prisme des relations internationales. Alors,
selon la façon dont on l'interprète, ça peut être la vision réaliste, celle du realpolitik, ou la perspective défendue par John Mearsheimer, où les relations internationales sont déterminées par les affrontements, les conflits et les rapports entre grandes puissances, entre États forts. Ou bien, on peut l'interpréter à travers la perspective libérale, celle de Bruxelles, transatlantique, où une superpuissance impose un ordre fondé sur des règles pour garantir la progression de la démocratie libérale et de sa propre vision du monde. Quelle que soit la manière dont on l'interprète, c'est toujours cette même réalité que tout le monde expérimente. Il y a une réalité commune, partagée par la majorité du monde, qui doit refléter des préoccupations de base. Sinon, tout finit par sombrer dans le chaos total. Et puis, il y a un groupe qui vit en dehors de cette réalité, qu'on appelle les sionistes. Ce petit groupe exerce une influence démesurée aux États-Unis et dans tout l'Occident. Ils ont réussi à imposer leur influence et, ce faisant, à imposer une logique sioniste à la direction américaine, au point d'avoir poussé Donald Trump à mener une guerre contre l'Iran, soi-disant une guerre conjointe avec Israël, le 28 février, en lançant ce qu'ils ont appelé l'opération Epic Fury, que moi j'appelle Epstein Fury. Epic Fury, as they called it, what I call Epstein Fury. And it completely failed because Zionist logic. Et ça a complètement échoué, parce que la logique sioniste s'est heurtée de plein fouet à la dure réalité, celle des relations internationales et tout simplement de l'économie mondiale. Cet échec a déjà détaché, ou est en train de détacher, une grande partie de l'establishment américain de l'emprise du mouvement sioniste et de ses organisations de lobbying pro-israéliennes. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui J.D. Vance faire ce genre de déclaration. Israël se retrouve donc dans un combat existentiel pour continuer à imposer la logique sioniste face à une réalité dans laquelle presque tout le monde vit, en essayant de ramener les États-Unis dans cette guerre. By dragging the United States back into this war because, as J.D. Vance correctly said, Israel basically... Parce que, comme l'a justement dit J.D. Vance, et comme l'a dit Donald Trump, Israël ne peut pas exister. Cet État colonial anachronique ne peut pas exister sans la puissance des États-Unis qui le soutient jusqu'au bout. Et l'Iran a prouvé qu'il est capable de se défendre face à la force militaire la plus puissante jamais rassemblée dans l'histoire et face à la plus puissante force militaire de la région. Alors, que peut-on faire? Que peut faire Israël? Que peuvent-ils faire? C'est ce qu'on va voir. Et je pense que cela va accélérer cette spirale descendante du sionisme et continuer d'élargir le fossé, non seulement avec le public américain, mais aussi avec certaines composantes de l'establishment américain et le sionisme. Ça faisait quelques semaines que tu n'étais pas venu dans l'émission. Mais quel retour! En t'écoutant parler, j'ai eu plein de questions qui me sont venues et tu en as déjà répondu à beaucoup. Par exemple, je voulais te demander ce que tu voulais dire par existentiel. Tu as parlé d'une escalade, puis d'une désescalade existentielle. Si j'ai bien compris, tu voulais dire que c'est existentiel pour la politique étrangère israélienne, pour le sionisme. C'est bien ça? Oui? D'accord. Et vu la façon dont tu as expliqué ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est vraiment important d'avoir ton avis là-dessus, parce que tu suis ce sujet depuis longtemps. Tu penses que le virage qu'on voit chez Trump et J.D. Vance, avec les déclarations qu'ils font, Trump qui justifie le programme de missiles balistiques de l'Iran, J.D. Vance qui dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas, ce que Bill Clinton a dit sur Israël, Trump qui, je crois, a affirmé qu'Israël n'existerait pas sans les États-Unis, Mike Huckabee qui a dit que les États-Unis n'existeraient pas sans Israël, et même l'ambassadeur américain qui l'a répété. Est-ce que, selon toi, tout ça marque un vrai changement de fond? Est-ce que Trump, J.D. Vance et son administration sont vraiment en train de prendre leur distance avec Israël? Parce que mon dernier invité me disait « Mario, fais attention.
La rhétorique, c'est peut-être tout ce qu'ils feront, mais ce sont les actes qui comptent. Et il était plutôt sceptique sur le fait qu'on voit un vrai changement dans les faits. Je ne sais pas si je serais aussi sceptique à l'idée qu'il s'agisse d'un changement fondamental, concret, dans la politique des États-Unis. Pour l'instant, on n'a que des déclarations. Mais ces déclarations disent quelque chose sur l'état de la culture politique américaine. Les sondages montrent que non seulement plus de 90% des électeurs démocrates de moins de 45 ans s'opposent à l'envoi d'armes et d'une aide massive à Israël, mais que la plupart des républicains de moins de 35 ans soutiennent cette même position. Et il y a un nouveau sondage, je ne sais plus si c'était un sondage Pew, qui a été rapporté par le Jewish Daily Forward. Il montre, et c'est d'ailleurs le titre du Jewish Daily Forward, qu'environ la moitié des Juifs américains de moins de 35 ans sont en pratique antisionistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Près de 50%, peut-être même un peu plus, en tout cas autour de la barre des 50%, des Juifs américains de moins de 35 ans ont déclaré soutenir l'idée d'un seul État en Israël-Palestine. Un État où tout le monde aurait les mêmes droits devant la loi. Un État un peu comme les États-Unis sous la Constitution, plutôt qu'un État fondé sur une suprématie ethnique. Ce que représente, selon eux, Israël, et ce qui inspire l'idéologie sioniste. Une pluralité, donc un nombre assez important, soutient la solution à deux États. Et seule une minorité soutient la solution que Ben Shapiro avait proposée quand il était jeune, à l'époque où il jouait un peu les enfants néoconservateurs en écrivant pour Town Hall, je crois que c'était lié à la Heritage Foundation, quand il appelait à un nettoyage ethnique complet de la population palestinienne. Donc, je veux dire, si vous êtes quelqu'un comme J.D. Vance et que vous envisagez de vous présenter à la présidentielle en 2028, il serait peut-être temps d'ajuster un peu votre discours. Donald Trump et Marco Rubio ont été trop lâches pour défendre publiquement le protocole d'accord. Je pense qu'ils comprennent très bien qu'ils pourraient en réalité chercher à le saboter. Ils ont été beaucoup plus influencés par Israël que J.D. Vance, même si Vance, lui aussi, a cédé à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce que c'est que d'être vice-président, mais Vance, lui, doit aller sur le terrain et jouer le rôle de vendeur de ce protocole. Et franchement, je pense que c'est le meilleur moment qu'il ait connu pendant une vice-présidence plutôt moyenne. Sans éclat. C'est un peu comme sa tournée de retour. Les jeunes aiment ça. Et Marco Rubio paraît soudain affaibli. Après J.D. Vance, souvenez-vous, il avait été envoyé à Islamabad pour subir l'humiliation d'Israël qu'il a appelé pour lui dire « Non, tu n'as pas le droit de conclure cet accord ». Eh bien maintenant, il montre un peu les muscles. Et c'est ça, la réalité de la politique aux États-Unis. On a vu trop d'images d'enfants assassinés. Les gens commencent à comprendre ce que la logique sioniste signifie vraiment, dans les faits. Et c'est quelque chose que l'humanité ne peut tout simplement pas accepter. Donc, la rhétorique suit son cours. L'un des meilleurs analystes politiques du moment, Son Strickland de l'UFC, l'a bien dit. Cette rhétorique est taillée sur mesure pour les élections de mi-mandat par Trump. Mais ça dit quand même quelque chose de positif sur notre culture. Et puis, on peut un peu sentir, chez les partisans d'Israël qui faisaient partie de la coalition de Trump, qu'ils sont en grande partie des figures artificielles. Ce sont soit des influenceurs payés, parfois $7,000 le poste, parfois quelques centaines, par Bridges Partners, une organisation israélienne, en réalité une façade du ministère des Affaires étrangères, qui rémunère des influenceurs. Soit ce sont, vous savez, des gens comme les trois Mark Levin, Mark Thyssen et Mark Dubowitz, les trois figures pro-Israël les plus influentes qui poussaient Trump vers la guerre avec l'Iran.
et ils ont plongé Trump dans un véritable imbroglio, l'une des pires défaites militaires, peut-être même la pire, que les États-Unis aient jamais subie. Maybe the worst military defeat the United States has suffered. I say period. Maybe since like Je dirais, point final, peut-être depuis la guerre de sécession, qui a été une défaite pour le Sud, mais aussi une sorte de défaite spirituelle pour le peuple américain, parce que tant d'Américains se sont entretués. J'ai laissé de côté le Vietnam, parce que les dégâts économiques du Vietnam ont été contenus. Là, on parle d'une défaite pour l'Empire américain, dont les États-Unis ne se remettront jamais, et qui finira par entraîner l'érosion du pouvoir du pétrodollar. Le détroit d'Ormuz n'est toujours pas ouvert. Les trois marques ont contribué à entraîner Donald Trump dans cette situation, et maintenant ils sont à découvert. Et les influenceurs pro-MAGA, qui existent par loyauté envers Trump et qui ne font que relayer le message qu'il veut faire passer, eh bien, il y a aujourd'hui un vrai fossé entre les partisans d'Israël avant tout et ces influenceurs payés, ce MAGA. On le voit bien avec Mark Levin, qui attaque Trump et attaque tout le monde. Il s'en prend même à des figures de l'opposition israélienne, comme s'il était un Américain juif, plus israélien que Yair Lapid. Franchement, ils ont l'air fous. Et ce qu'ils disent n'a aucun sens pour le public américain. Vous allez le voir dans les commentaires. Les gens vont dire que ce que je dis est bien plus cohérent que ce que Mark Dubowitz disait la semaine dernière. This is l'interview que vous aviez faite avec lui. Il avait vraiment en panique totale. Rien ne tenait debout, parce que toute sa vision de ce qui allait se passer en Iran, tout ce que lui et la Fondation pour la défense des démocraties, ce think tank israélien déguisé à Washington, avaient donné à Trump le plan qu'ils avaient proposé pour cette guerre, tout ça a complètement échoué. Et ça a échoué parce que c'était fondé sur une logique sioniste. Alors, pourquoi un commentateur juif paraît plus cohérent qu'un autre commentateur juif? Moi, je ne suis pas sioniste. C'est pour ça que les gens qui commentent vont dire « ce qu'il dit, ça correspond davantage à la réalité que je vis, plutôt que ce que raconte l'autre, qui essaye juste de manipuler pour que Trump relance la guerre. » Et voilà un autre problème auquel les sionistes sont confrontés aujourd'hui. Les gens ne veulent tout simplement plus voir de morts. Ils ne veulent pas revivre une autre grève de l'école de Minab. 168 personnes tuées, des enseignants, plus de 130 écolières, dès le premier jour de la guerre. Les sionistes n'ont eu aucun problème avec ça. Et Pete Hegseth non plus. C'était horrifiant pour tout le monde. Et vous savez, ils ont tué des joueuses de volleyball à Lamard, en Iran, ce même jour, en testant un nouveau missile pour Lockheed Martin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au Liban? 4 soldats israéliens ont été tués hier. Et comment Israël a-t-il répliqué? Plus de 150 frappes aériennes, 48 morts et 96 blessés, d'après les chiffres du ministère libanais de la Santé à l'heure actuelle. Voilà comment ils répondent. Les gens n'en peuvent plus. Mais les sionistes en veulent encore. Ils poussent Trump à en faire davantage. Et là, ils sont en panique totale à l'idée de ne plus avoir ça. C'est comme s'ils étaient accros à la violence. Comme s'ils voyaient la force, les bombardements d'immeubles, comme une fin en soi. Même Trump a dit que Netanyahou l'appelait tous les jours pour lui dire quels immeubles faire tomber et qu'il trouvait ça un peu étrange. Donc aujourd'hui, ils sont complètement à découvert et le public américain réagit plutôt positivement au discours de J.D. Vance. Et juste un autre point. Je pense que si cette guerre avait réussi, évidemment, on n'entendrait pas ce genre de discours de la part de Vance. Il serait complètement marginalisé parce qu'il était vu comme l'un de ceux qui prônaient la retenue. Et Marco Rubio, lui, serait dehors en train de célébrer Israël. Il se joindrait à ce festival de l'hégémonie israélienne en réclamant encore plus de morts. Allons-y, envoyons les troupes à Téhéran.
Franchement, je ne sais pas ce qu'il ferait aujourd'hui si cette guerre avait, d'une manière ou d'une autre, réussi. C'était une guerre de changement de régime, mais elle a échoué, et il faut le reconnaître. Ce n'est pas que l'establishment américain s'oppose naturellement à ce genre de guerre. Ils regardent simplement l'échec, les conséquences économiques, et se disent « La logique sioniste ne correspond pas à la nôtre. Il faut comprendre pourquoi ça a échoué. Ça a échoué grâce à la clairvoyance de figures comme Hassan Tehrani Moghadam et Ali Hajizadeh, d'anciens généraux des gardiens de la Révolution, qui ont en grande partie conçu la stratégie de l'Iran. Pendant des années, ils s'y sont préparés. Les deux sont morts. Moghadam a été tué en 2013, pendant qu'il testait un nouveau missile balistique. Et Hajizadeh a été tué pendant la guerre de 12 jours. Je crois que c'était dès le premier jour, il a été assassiné. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Moghadam, lui, a conçu le programme de missiles balistiques de l'Iran. J'ai eu l'occasion d'y jeter un œil 1 mois avant la guerre de 12 jours, l'an dernier, au parc de l'exposition aérospatiale d'Iran, près de Téhéran. Là-bas, il montre toute l'évolution de ce programme de missiles balistiques, qui est entièrement légal au regard du droit international. Ils ont le droit de le faire. C'est essentiel pour la dissuasion de l'Iran. Mais ils n'allaient pas pouvoir obtenir les pièces nécessaires à un avion sophistiqué, comme le fait Israël. Alors c'est leur substitut à une force aérienne. Et ça a marché. Ça leur a permis, en gros, de faire partir les bases américaines de la région. Je pense que beaucoup de bases américaines dans les États du Golfe ne reviendront pas. Les missiles balistiques ont aussi détaché les dirigeants du Golfe de ce système de protection du pétrole, où ils payaient pour que les bases américaines protègent leurs infrastructures. Maintenant, ils comprennent qu'il n'y a pas de vraie protection, et qu'ils doivent entretenir des relations normales avec leurs voisins, l'Iran. Hajizadeh a conçu les réponses de l'opération Vraie Promesse face au terrorisme et à l'agression israélienne, qui sont finalement devenues une réponse à l'agression américano-israélienne. Et on peut voir l'évolution entre Vraie Promesse 1, puis 3 et 4. À quel point le ciblage est devenu plus sophistiqué, la coordination entre les drones et les missiles balistiques plus efficace, le rythme des tirs mieux maîtrisé, plus intelligent, et enfin la conception des villes de missiles. C'était très controversé en Iran. Vous aviez Iran International, et beaucoup de ces médias soutenus par Israël, l'Arabie Saoudite ou la CIA, qui sont faits pour encourager un changement de régime en Iran. Ils prenaient toujours les villes de missiles comme exemple de gaspillage d'argent, en disant que les gardiens de la révolution dilapidaient des fonds qui auraient pu servir au peuple iranien ou qu'ils préféraient envoyer cet argent à leurs alliés du Hezbollah. Mais ces villes de missiles se sont révélées solides et résistantes. Il y en avait une plus petite, à Yazd, qui se faisait bombarder jour après jour par les États-Unis et Israël, et pourtant elle continuait à tirer. Les lancements continuaient. Donc, ces villes de missiles ont permis de préserver la capacité de tir. Et puis, il y a eu cet investissement dans un simple programme de drones Shahed bon marché, qui s'est révélé tellement efficace que les États-Unis ont fini par rétroconcevoir le drone Shahed pour en faire le drone Lucas. Et enfin, il y a eu la volonté, la capacité et aussi ces petits bateaux rapides. On entendait sans arrêt « succès opérationnel ». Les États-Unis ont détruit la marine iranienne et Trump se faisait répéter ce mensonge encore et encore. La marine a été détruite. Alors dans ce cas, pourquoi ont-ils réussi à garder le détroit d'Ormuz fermé? Parce que la marine n'avait pas été détruite. Il y avait des bases navales autour du détroit d'Ormuz, fortifiées, un peu comme les villes de missiles, qui permettaient de lancer des drones et ces petits bateaux rapides. Donc, encore une fois, une certaine forme d'intelligence de leur part qui a permis de maintenir le détroit d'Ormuz fermé.
And we're still at a point where Iran has more cards to Et on en est toujours à un point où l'Iran a encore des cartes à jouer. Bab el-Mandeb, jusqu'à la mer Rouge, pourrait encore être fermé par l'Iran et ses alliés au Yémen. C'est ça, la réalité. C'est la réalité militaire. Les États-Unis et Israël ont perdu. Ce n'est plus la guerre du Golfe, où des bombes intelligentes et des F-15 pouvaient simplement anéantir une armée arabo-baassiste usée, post-coloniale, équipée par l'Union soviétique. Là, on parle d'une force bien plus sophistiquée, qui a maîtrisé la guerre asymétrique. Et il n'y a rien à faire contre cette réalité. Si la puissance américaine ne peut pas triompher de cette réalité, alors la logique sioniste ne peut pas s'imposer et elle sera discréditée. Il faut donc reconnaître la réalité militaire en même temps que la réalité politique. Alors, à quoi ressemble la réalité régionale aujourd'hui? J'ai publié un message il y a quelques semaines où je disais que pour qu'il y ait une paix régionale, l'Iran doit reconnaître le droit d'Israël à exister et qu'Israël doit arrêter sa politique étrangère axée sur le changement de régime en Iran. Les deux doivent changer leur approche l'un envers l'autre. Mais ma question est plus large que ça. Qu'en est-il du Hezbollah? Je ne pense pas. Je n'aime pas le Hezbollah. Je crois qu'on en a déjà parlé. Mais je pense, enfin j'ai accepté, je suis né là-bas. Mais j'ai accepté. Je comprends la réalité. Ma position, c'est que le Hezbollah est là pour rester. Tant que l'ayatollah Khamenei voudra que le Hezbollah reste, il restera. Je ne pense pas qu'une solution militaire soit la bonne. Il faut une solution diplomatique. Mais que va-t-il se passer avec le Hezbollah? Que va-t-il se passer en Syrie et dans le Golfe? On parle d'une alliance entre la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Pakistan et peut-être même l'Iran. Et les Émirats arabes unis, qu'est-ce qu'ils font? Les Émirats ont déjà renoué des relations avec l'Iran. Il y a eu plusieurs visites. Alors, à quoi ressemblera la région après cette guerre? Vous avez dit que l'Iran devait reconnaître le droit d'Israël à exister. Et je pense que c'est un point essentiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exactement, un droit à exister? Parce que l'Organisation de libération de la Palestine, sous Yasser Arafat, en 1988, a reconnu le droit d'Israël à exister. Vous le saviez? Alors, ça veut dire quoi, au juste, ce droit à exister? Je vais juste clarifier ça très rapidement. Je sais que c'est un terme un peu vague que les gens utilisent à tout bout de champ. Tucker a d'ailleurs très bien fait de remettre en question ce que ce terme veut vraiment dire. Je dirais plutôt que l'Iran doit changer son approche vis-à-vis d'Israël, qu'il arrête de parler d'effacer l'État israélien. Ils peuvent ne pas être d'accord avec la politique étrangère d'Israël. Ils peuvent s'opposer sur les questions palestiniennes, sur le Hezbollah. Mais je pense qu'il faut améliorer les relations pour le bien du Liban, de la Syrie, du Yémen. Après, tout revient à la question palestinienne. Et là, honnêtement, je n'ai aucune idée de comment on peut la résoudre. C'est peut-être le cœur du problème. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, rien d'autre ne le sera non plus. Donc, d'une certaine façon, je me contredis moi-même. D'accord. Eh bien, ça rejoint exactement ce que je dis depuis le début de cette conversation. Que veut-on dire par le droit d'Israël à exister? Et qu'est-ce que l'Iran doit accepter? Je pense que l'Iran accepterait un Israël qui ne soit pas agressif. Non? Je pense que l'Iran accepterait un Israël qui adhère à l'initiative de paix arabe de 2002, proposée, si je ne me trompe pas, par le roi Abdallah d'Arabie saoudite. Elle avait été présentée à travers la chronique de Thomas Friedman dans le New York Times. Ce n'était pas une proposition particulièrement radicale pour un État palestinien. C'est d'ailleurs toujours ce que l'Arabie saoudite exige comme condition à une normalisation. Mais ils ne peuvent pas l'obtenir. Personne ne peut l'obtenir. Et les Palestiniens, eux, certainement pas. Pourquoi pas? C'est la logique sioniste.
Il faut interroger le sionisme pour comprendre l'une des grandes crises de l'humanité aujourd'hui. On parle d'un tout petit pays qui existe en dehors du droit international, des relations internationales normales et même de la décence et de la morale les plus élémentaires. Parce que c'est un État officiellement fondé sur une suprématie ethnique qui doit, pour préserver son identité nationale, rester un soi-disant État juif. Alors même qu'il est incapable de définir clairement ce que juif veut dire. J'ai l'impression que Mike Huckabee, ce chrétien évangélique, est considéré comme un meilleur juif que moi par le ministère israélien de l'Intérieur, qui ne me laisserait peut-être même pas entrer. Et franchement, je ne sais même pas si ce type a eu une circoncision. Il n'a clairement pas eu de bar mitzvah, mais il a eu une rencontre avec le maître espion israélien Jonathan Pollard. Donc ça veut dire qu'Israël doit, de manière violente et démographique, façonner cette réalité en se maintenant comme une entité coloniale sans frontières, qui étend sans cesse ses colonies pour établir son espace vital. Et maintenant, ça avance vers la Syrie, vers le Golan. Israël a déjà installé une présence durable dans le sud du Liban. Et oui, il y a bien des intentions expansionnistes là-bas. Le pays annexe de fait certaines parties de la Cisjordanie à travers la terreur des colons et la présence militaire. Et Netanyahou s'est vanté d'avoir pris 60% de la bande de Gaza, aujourd'hui presque entièrement détruite, et devenue, en pratique, un camp de la mort, en disant qu'il en prendrait encore plus, jusqu'à atteindre 70%. Cela correspond directement à la logique sioniste, telle que l'exprime Netanyahou lui-même. Selon lui, Israël ne peut exister comme État juif que s'il y a 70% de juifs et 30% de non-juifs, c'est-à-dire les Palestiniens autochtones, sur n'importe quelle portion de territoire. Et si les Palestiniens conservent une part plus importante de leur population sur cette terre, alors elle ne peut pas faire partie de l'État juif. C'est en fait un mandat pour un nettoyage ethnique. Et cela correspond exactement à ce qu'Israël fait avec la ligne jaune dans la bande de Gaza. Voilà pourquoi aucun pays de la région ne peut reconnaître Israël, et pourquoi Israël reste dans un état de guerre permanent à cause du caractère anachronique de la manière dont il se définit comme État. Ce ne peut pas être un État de tous ses citoyens ou de tout son peuple. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le Hezbollah. Vous pensez quoi? Le Hezbollah, ce groupe d'idéologues chiites qui existerait juste pour détruire Israël et le combattre? Non. Pourquoi Israël était-il au Liban dans les années 80? Pourquoi a-t-il envahi le Liban? C'était censé être pour repousser, non pas le Hezbollah, ni la population chiite, mais l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, composée de réfugiés installés au Liban après avoir été chassés de ce qui était la Palestine à partir de 1948. Il y a aussi eu une énorme vague de réfugiés en 1967, tout cela pour établir ce qu'on appelle l'État juif. Il n'y aurait pas eu de réfugiés au Liban. Le Liban ne serait pas dans cette crise si Israël n'avait pas été créé selon les principes du sionisme et de la suprématie ethnique. Israël est donc intervenu, a envoyé son armée au Liban, et au départ, on leur avait dit que la population chiite les soutiendrait, qu'elle les accueillerait même avec des bonbons. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de maltraiter la population chiite du Sud. Puis la population libanaise en général, en avançant rapidement vers Beyrouth. Ils ont commis d'énormes crimes de guerre, se sont alliés aux éléments les plus odieux, les phalanges libanaises, qui ont perpétré le massacre de Sabra et Shatila sous la supervision israélienne, et ainsi de suite. Le Hezbollah a été créé pour défendre la population libanaise, et en particulier la population chiite du Sud, contre cette force qui cherchait en réalité à occuper le Liban, soit par procuration, à travers l'armée du Sud-Liban, soit par les phalanges libanaises, dont les forces libanaises d'aujourd'hui restent alliées à Israël
et qui visait à chasser cette population. Donc, le Hezbollah existe pour défendre le Liban contre cette force agressive. Le Hezbollah n'aurait pas existé si Israël ne s'était pas établi comme un État exclusivement juif. C'est ça, mon point. Le Hezbollah est le reflet de l'effet toxique de la logique sioniste sur la région. Et tu dis oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire à leur sujet? Tu ne les aimes pas, d'accord? Mais il y a une réalité politique, Mario, qu'il faut reconnaître. Le Hezbollah est la plus grande faction parlementaire du Liban. Hezbollah is the largest parliamentary faction in Lebanon, and that this war that Israel. Et cette guerre que mène Israël sert aussi d'excuse à Joseph Aoun, à Samir Geagea et à toutes ces forces corrompues, sans véritable mandat pour gouverner, pour éliminer la plus grande faction parlementaire, leur ennemi, par procuration, à travers la force israélienne. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire par la politique seule. Ils ne peuvent pas le faire avec le consentement du peuple libanais. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Quelque chose d'absolument criminel, qui n'est pas suffisamment condamné. Le nettoyage ethnique de la population chiite, des citoyens libanais du Sud. Ils sont en train d'être expulsés pour des raisons ethniques. C'est une guerre contre la communauté chiite, parce que le Hezbollah ne peut pas être vaincu ni sur le champ de bataille, ni dans les urnes. La question du Hezbollah est vraiment délicate. J'ai eu une très bonne conversation avec Yaakov plus tôt dans la journée. C'était la première fois qu'on se parlait, du Jerusalem Post. Et là, Yaakov coupe. Et il était vraiment très bon pour expliquer les choses. Parce que moi, j'avais du mal à comprendre comment Israël pouvait avoir dans son gouvernement des gens comme Smotrich, Katz ou Ben Gvir qui tiennent de tels propos. On ne voit pas ça dans aucun autre pays du monde civilisé. Et j'essayais vraiment de comprendre comment les Israéliens perçoivent ce qui se passe au Liban, ce qui se passe. On n'a pas parlé de la Palestine, parce que ça, c'est tout un autre sujet à part entière. On s'est surtout concentré sur le Liban et sur l'Iran. Et là, il a commencé à m'expliquer la situation du Hezbollah. Le Hezbollah agit, et la raison pour laquelle je ne suis pas fan du Hezbollah, c'est que je comprends la réalité. Le gouvernement libanais a d'ailleurs voté pour désarmer le Hezbollah. Je comprends cette réalité. Il y a aussi le fait qu'aucun État ne peut vraiment prospérer quand il y a un État dans l'État. Maintenant, l'argument inverse, c'est qu'il faut une force de dissuasion face à l'agression israélienne et que l'armée libanaise est trop faible. Et c'est un argument tout à fait valable. L'armée libanaise doit être renforcée, elle doit être équipée. Mais là, on se retrouve avec le problème de la poule et de l'œuf. Si on désarme le Hezbollah, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux intentions israéliennes, surtout quand on les voit raser des villages dans le sud du Liban? Et du côté israélien, on dit, si nous nous retirons du sud du Liban et qu'il y a une nouvelle résolution pour que le Hezbollah se retire aussi du sud du Liban, afin de créer une zone tampon où les Libanais pourraient rentrer chez eux, malgré ce que disent certaines citations absurdes. Les Libanais peuvent rentrer chez eux, mais le Hezbollah, lui, ne revient pas à la frontière d'Israël. Israël considère le Hezbollah comme une menace, et à juste titre. Alors, ce que les Israéliens disent, Mario, c'est comment savoir si cette résolution sera vraiment appliquée. Parce que la dernière fois qu'on a fait confiance à son application, le Hezbollah est bien revenu dans le sud. Ma question pour vous, c'est donc, quelle serait une solution logique à ce problème? Parce que, encore une fois, je ne pense pas que désarmer le Hezbollah soit une option à court terme. L'Iran ne le permettrait pas. Alors, quelle autre option existe? Comment parvenir à ce que veulent les Israéliens pour leur sécurité, ce que veulent les Libanais en récupérant leurs terres et ce que veut l'Iran, c'est-à-dire maintenir le Hezbollah?
Well, that's a Zionist solution. I mean, it's Eh bien, not a ça c'est une legitimate- solution the sioniste. legitimate Je veux dire, ce n'est pas une solution légitime. La vraie solution, c'est qu'Israël soit désarmé, que l'armée israélienne soit désarmée. Ce sont eux les agresseurs dans la région. Les États-Unis devraient suspendre leur livraison d'armes à Israël, puis engager un processus de paix et de réconciliation pour que le système d'apartheid ethno-suprémaciste soit démantelé pacifiquement. Voilà la solution. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Dès qu'on en parle, on se fait traiter d'antisémite. La solution, ce n'est pas de nettoyer ethniquement la population libanaise, ni de désarmer ceux qui se défendent contre un pays qui les a envahis encore et encore. Et toute cette proposition, d'ailleurs, a été montée par les États-Unis, par le Pentagone et la CIA, avec l'Arabie saoudite, pour replonger le Liban dans une nouvelle guerre civile. Il n'y a tout simplement aucune force interne capable de le faire. L'armée libanaise, en réalité, c'est une sorte de blague néocoloniale mise en place par les États-Unis, non pas pour défendre les frontières du Liban, mais pour ne pas s'opposer à la principale force qui l'envahit sans cesse, les États-Unis eux-mêmes. Et il semble que Joseph Aoun ait donné son feu vert à certaines opérations d'assassinat menées par Israël contre des commandants de l'armée libanaise, parce qu'ils refusaient d'entrer en guerre contre d'autres citoyens libanais, simplement parce qu'ils étaient chiites et vivaient dans le sud. Je ne vais pas cautionner une soi-disant solution sioniste sur la manière de garantir la sécurité d'un État ethno-suprémaciste qui occupe illégalement 70% de la bande de Gaza, la majeure partie de la Cisjordanie occupée et le plateau du Golan. Cet État est responsable d'un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 20 000 enfants depuis le 7 octobre. Et il continue de mener une guerre sur 8 fronts, dont le 8e, c'est les États-Unis. Et d'après l'Agence du renseignement de la défense du Pentagone, l'espionnage israélien visant des responsables et des citoyens américains a atteint un niveau critique. On voudrait que je m'inquiète pour leur sécurité? Non. Moi, je m'inquiète pour la sécurité du million de personnes qui ont été victimes d'un nettoyage ethnique dans le sud du Liban et qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Rentrer chez eux. Leurs maisons sont en train d'être détruites. Le Hezbollah n'entre pas en Israël pour faire exploser des villages entiers, avec des conducteurs de bulldozers D9 payés à la maison qu'ils rasent. C'est Israël qui fait ça, en plein jour. Et il en est fier. Fier d'avoir massacré 50 civils la nuit dernière. Fier de ses frappes triples ou quadruples qu'il mène contre les secouristes dans le sud du Liban, parce qu'il les affiche sur le compte X de l'armée israélienne. Il en est fier. Le Hezbollah, lui, ne fait pas ça. Il montre des images de ses attaques contre des soldats israéliens. Combien de civils israéliens ont été tués comparé au nombre de soldats israéliens? Combien de civils libanais ont été tués? Près de 4 000, depuis qu'Israël a lancé cette offensive après avoir violé le cessez-le-feu plus d'1 millier de fois. Entre novembre 2024 et mars de cette année, le Hezbollah ne violait pas le cessez-le-feu. C'était Israël. Israël viole le cessez-le-feu à Gaza tous les jours. Tous les jours. Ils se moquent du cessez-le-feu. Leur présence au Liban est maintenant une violation du protocole d'accord. Alors parlons d'abord des questions de sécurité. Il n'y aurait pas besoin d'un programme de missiles balistiques du Hezbollah ou des gardiens de la Révolution, ni que l'Iran atteigne une capacité nucléaire, si cet État nucléarisé, fondé sur une suprématie ethnique et des lignes d'apartheid, n'existait pas. Alors, lançons cette discussion. Et regardons aussi ce qui est arrivé à l'Iran. Imaginez-vous, à la place de Joseph Aoun, comme si cet homme avait un vrai mandat populaire, comme si les Libanais voulaient normaliser leurs relations avec Israël. Faites un sondage auprès des Libanais sur la normalisation avec Israël, y compris parmi les sunnites. Ils ne sont pas favorables à ça. Que se passerait-il pour Joseph Aoun,
s'il refusait tout ce programme d'attaque, de nettoyage ethnique de la communauté chiite et de désarmement du Hezbollah par une force imaginaire. Pensez à ce qui est arrivé à Saad Hariri en 2017, quand Mohammed Ben Salman s'est inquiété du fait que Hariri ne voulait pas affronter l'Iran. Il ne voulait pas de cette confrontation que Aoun est en train de mener en ce moment. Ils l'ont emmené en Arabie Saoudite, et là-bas, ils l'ont pratiquement torturé comme quand Suge Knight avait suspendu Vanilla Ice au-dessus d'un balcon par les chevilles. C'était de cet ordre-là. Ils l'ont humilié à la télévision nationale, puis ils l'ont renvoyé. En gros, ils lui ont dit « Tu nous appartiens ». Alors, dire que le Hezbollah serait une force iranienne qui ne représente rien, un État dans l'État, et que le gouvernement de Beyrouth, les autorités, ne seraient pas sous influence étrangère, c'est une pure illusion. Le mandat de Joseph Aoun, lui, ne vient pas du peuple libanais. C'est vers l'Arabie Saoudite et la CIA que ça se tourne. Et c'est pareil avec Nawaf Salam. Ce type n'a même pas de parti. C'est le Premier ministre. Mais qui est-il? Quelle base électorale a-t-il? Il était à la Cour internationale de justice, à ne rien faire face aux accusations de génocide contre Israël, et soudain il se retrouve propulsé Premier ministre du Liban. C'est un technocrate. Alors arrêtons de raisonner. On n'a pas besoin de voir le monde à travers le prisme du chroniqueur de l'establishment militaire israélien, Yaakov Katz. Regardons-le plutôt du point de vue des gens qui sont en première ligne dans cette guerre de nettoyage ethnique et donnons-leur, à eux, la priorité en matière de sécurité. Je ne suis pas en désaccord avec toi. Voilà ma position, surtout après avoir vu des villages rasés dans le sud du Liban. Demander au Hezbollah de se désarmer, alors qu'Israël fait ce qu'il fait dans le sud du Liban, ce n'est plus une solution logique. Parce qu'il n'y a plus de moyens de dissuasion face à ce qui semble être des ambitions bien plus inquiétantes du côté israélien. Raser des villages, ce n'est pas éliminer le Hezbollah. C'est l'argument que je défendais plus tôt aujourd'hui. Juste pour bien comprendre ta position. Si Israël se retire du sud du Liban, que le Hezbollah s'en retire aussi, qu'il y a un cessez-le-feu et qu'il n'y a plus aucune présence du Hezbollah dans le sud du Liban, est-ce que tu penses que ce serait une étape pragmatique vers la paix dans la région ou entre ces deux pays? C'est ça, le problème. Israël ne se retirera pas, sauf s'il y a une présence massive du Hezbollah, parce que l'état d'apartheid d'Israël ne comprend que la force. Il faut regarder la Cisjordanie comme un exemple. Entre 2005 et 2007, Israël menait une sorte d'opération de nettoyage après la seconde intifada, ce qui a garanti aux Palestiniens le contrôle de la bande de Gaza, sans présence de colons. Et ils ont obtenu ça par la force. C'est comme ça qu'ils ont fait partir les colons israéliens de Gaza. C'est le Hamas qui l'a fait. Le Fatah, lui, avait les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui participaient d'une certaine manière à la seconde intifada. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux il était beaucoup plus difficile de mener une sorte de guérilla en Cisjordanie, à cause de la présence très ancrée des bases militaires israéliennes, des colonies, du relief et ainsi de suite. Mais vers 2007, il y a eu ce qu'on a appelé le plan Dayton, le plan de contre-insurrection du général Keith Dayton. Les dernières formes de résistance palestinienne ont été écrasées dans le camp de réfugiés de Balata, à Naplouse, par l'autorité palestinienne. Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, formées par Keith Dayton et par Din Corp, cette société de mercenaires, tandis que Tony Blair traînait à l'hôtel American Colony, profitant du soi-disant processus de paix. Mahmoud Abbas arrive et promet une sorte de paix économique avec Israël. Il obtient ce que j'appellerais l'occupation dorée, ou l'occupation 5 étoiles. Il a Ramallah et la zone A,
ces villes de Cisjordanie, où on a l'impression d'être dans le monde arabe, sans voir de soldats israéliens en permanence. Mais dès qu'on en sort, on se retrouve entouré par exemple par ce gigantesque checkpoint de Kalandia. Il y a des colons, les colonies continuent de s'étendre. Israël renforce son contrôle sur la Cisjordanie, s'approprie toute l'eau de la vallée du Jourdain. Et si les Palestiniens résistent ou lancent des pierres, ils sont arrêtés, torturés ou abattus s'ils vont plus loin. Et l'autorité palestinienne doit arrêter des Palestiniens pendant la journée. Puis la nuit, l'armée israélienne arrive, défonce les portes et arrête des enfants dans leur lit, dans des villages comme Nabi Saleh, Bilin ou Naalin, qui ont essayé de mener une résistance non violente contre le mur d'apartheid qui s'enfonce profondément en Cisjordanie. Ce mur immense, il n'a pas été construit le long des frontières de 67. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce que j'ai vu moi-même en Cisjordanie? Parce que c'est exactement ce qui arrivera au sud du Liban s'il n'y a plus le Hezbollah. C'est ce qui se passera si le plan de Joseph Aoun avance, qui est en réalité le plan israélien et américain pour le Liban. Et c'est ce qui se produira avec la normalisation. Et cette population chiite du Liban, qui a élu le plus grand bloc parlementaire du pays, va commencer à se retrouver sans abri et elle sera définitivement victime d'un nettoyage ethnique. Alors c'est à cette soi-disant communauté internationale, celle qui a laissé se produire l'Holocauste de notre époque à Gaza, d'essayer d'empêcher ça. Mais elle ne le fera pas. C'est pour ça que le Hezbollah existe. Il faut bien que quelqu'un comble le vide et tente de maîtriser ce monstre à Tel Aviv. Voilà mon point. Sans le Hezbollah, le Sud-Liban deviendrait de fait la Cisjordanie. Sans Assad en Syrie, avec ses alliés des gardiens de la Révolution et les autres, regardez ce qui est arrivé au Golan en Syrie, sous Jolani, alias Al-Jolani. Israël est juste là. Ils font du ski sur le mont Hermon, le point le plus haut de Syrie. Oui. Alors je suis très critique envers la politique étrangère d'Israël en Syrie. Et c'est une question que j'ai posée à Katz plus tôt aujourd'hui, le journaliste. Et il était d'accord. Il m'a dit, Mario, notre politique devrait être de donner à la Syrie une chance de se retirer de Syrie et d'essayer d'améliorer les relations avec Al-Shara. C'était sa position. Donc je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est la bonne approche vis-à-vis de la Syrie. Et pour le Liban, je suis d'accord avec toi. Je dis simplement qu'il faut une solution pragmatique. Quand tu dis quelque chose comme « désarmer l'État d'Israël », en fait, je vais te poser la question. Un de mes invités me l'a posée, alors je vais te la poser à toi aussi. Que penses-tu? Attends, le directeur général du FDD t'a posé cette question. Que penses-tu qu'il arriverait à Israël s'il était désarmé maintenant? Eh bien, tout dépend de la façon dont c'est fait. Je veux dire, d'abord, pourquoi n'organiserions-nous pas un sommet mondial sur le programme nucléaire d'Israël et une campagne nationale contre un Israël nucléaire? Pourquoi y a-t-il eu une énorme campagne contre un Iran nucléaire? Je suis d'accord. Évidemment, tout ça est dirigé par les relais d'Israël aux États-Unis, comme ce type, Jason Brodsky, qui n'est en réalité qu'un agent israélien se faisant passer pour un Américain. Pourquoi? L'Iran n'avait même pas de programme nucléaire actif. Et on ne peut pas parler des armes nucléaires d'Israël, alors que, clairement, c'est bien le pays à qui on ne peut pas faire confiance avec ce genre d'armes. Est-ce que quelqu'un, ces derniers mois, craignait vraiment que l'Iran déploie, par exemple, une arme nucléaire tactique, ou qu'il l'ait déjà fait? Non. Sur mon émission, je posais cette question à tous mes invités pendant toute la durée de la guerre. La réponse la plus fréquente chez ceux qui étaient inquiets, c'était qu'ils craignaient qu'Israël n'utilise une arme nucléaire contre l'Iran. Mais il faut aussi dire que, à ce moment-là, l'Iran n'en avait pas.
Donc soyons justes. Donc, c'est pas mon rôle dans la position que j'occupe. Ça ne l'a jamais été. J'ai défini moi-même ce que devait être mon travail. Proposer des idées que je juge logiques, sensées, morales et éthiques. Des idées qui ne sont peut-être pas en accord avec le consensus actuel. Celui qui accepte le génocide, qui accepte l'occupation, qui accepte la guerre permanente et en tire profit, et qui accepte même le délit d'initié sur la guerre. Moi, je propose une autre vision. Une idée qui, en ce moment, peut mettre les sionistes en colère et paraître folle. Mais c'est la même idée qui a conduit au démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. Même si, je dois le dire, j'ai eu de sérieux désaccords avec la manière dont cela a été fait, y compris par le Congrès national africain. Mais ça a conduit à ce résultat. Ce sont ces mêmes idées qui ont inspiré la fin de l'occupation anglaise, l'occupation britannique de l'Irlande du Nord et l'instauration d'une sorte de paix froide là-bas. Et on doit mettre en avant ces idées, parce que c'est la seule issue à cette crise, qui est l'une des grandes crises qui frappent l'humanité. On ne peut pas continuer à suivre cette voie froide, morte, zombifiée, cette logique, je dirais, empoisonnée, toxique, cancéreuse, du sionisme, que défendent à peu près tous ceux qui sont alignés avec Israël. Et moi, je défends ces concepts depuis que j'ai commencé à m'exprimer sur ce sujet, en 2009. Ça m'a fait perdre pas mal de postes dans le journalisme, et ça m'a poussé à devenir un peu indépendant avec The Grey Zone. Et visiblement, ces idées trouvent un écho, parce qu'on est plutôt populaire à The Grey Zone. Et beaucoup de ces médias qui m'ont écarté, comme le magazine The Nation, par exemple, enfin, qui lit encore ça aujourd'hui, j'en entends même plus parler. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, quelque part entre ces deux extrêmes? Le statu quo est inacceptable. Ce qui se passe dans la région, la manière dont Israël mène sa politique étrangère, je m'y oppose fermement. L'autre extrême, celui de désarmer Israël, me paraît tout simplement irréaliste. Il doit bien exister une voie médiane où, par exemple, les États-Unis, comme on le voit en ce moment, et j'espère que ça se traduira par des actes, les États-Unis, donc, avec la communauté internationale, commenceraient vraiment à faire pression sur Israël. Parce que quand on enlève cette sorte de bulle d'impunité qu'on a offerte à Israël, alors Israël est obligé de chercher une autre solution face à l'Iran, au Hezbollah, à la Syrie, plutôt que d'essayer de tout régler par la force militaire. Eh bien, Israël ne va pas se désarmer. Regardez Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité, qui a déclaré qu'il fallait tuer des milliers de mères libanaises pour chaque soldat israélien tué. C'est le pilier de la coalition de Netanyahou. Et il sera à New York, le 7 juillet, pour une conférence des Nations Unies, appelée, je crois, quelque chose comme « Investir dans la paix » ou « Faire respecter la paix ». C'est une conférence de chefs de police. Ben-Gvir y participera, et il doit être tenu responsable de tout cela. Il est personnellement responsable de la torture, du meurtre et du viol de milliers de prisonniers palestiniens. Il s'est récemment filmé en train de torturer et de maltraiter des militants de la flottille humanitaire, qui sont, à mes yeux, les héros de notre époque. Il est fier de la torture. C'est un véritable obsédé de la torture. Et c'est en quelque sorte le nazi du XXIe siècle. Et il arrive à New York. Mais il incarne le ça. Il est comme l'âme du gouvernement israélien en ce moment. C'est un peu leur vrai porte-parole. Et son parti, Otzma Yehudit, gagne beaucoup de popularité chez les jeunes Israéliens juifs. Donc oui, ils ne vont pas abandonner leurs armes. Ils ne vont pas mettre fin au génocide à Gaza tant qu'on continue à leur verser des tonnes d'aide. Je pense qu'il y a une manière plus intelligente de faire les choses, que les États-Unis commencent à élire des dirigeants qui mettront simplement fin à toute aide à Israël, jusqu'à ce qu'ils se comportent comme des êtres humains et non comme des tueurs d'enfants barbares, des obsédés de la torture, et enfin, des violeurs par procuration canine.
rapist by canine proxy. But there's a nice way to do that, and we should. Mais vous savez, il y a une manière correcte de faire ça. Et on devrait soutenir ce genre de dirigeants. On ne devrait pas voter pour ceux qui proposent de donner ne serait-ce qu'un centime. Enfin, je crois que la Fed et le Trésor ne frappent plus de centimes. Donc disons, pas même un sou à Israël. Et vous savez, quand on parle de la responsabilité de protéger, cette doctrine que les États-Unis ont utilisée, par exemple, pour détruire la Yougoslavie, elle a aussi servi à bombarder la Syrie, y compris sur la base de tromperies évidentes comme celle de Douma. On en entend toujours parler. En réalité, c'est juste un prétexte pour attaquer des pays considérés comme des ennemis officiels. Nous avons, nous, une responsabilité de protéger les Palestiniens. We have a responsibility to protect the Palestinians with military force if Israel continues. Par la force militaire, si Israël continue cette politique génocidaire, où ils ont maintenant installé des grues et des tours pour tirer sur les tentes de personnes dont les maisons ont été bombardées dans la bande de Gaza. Un journaliste de Gaza vient de m'envoyer des photos et une vidéo d'un tournoi qu'il vient de filmer. Il s'appelle Mohamed El Saif. C'est un excellent journaliste sur le terrain. Il s'agissait d'un tournoi sportif de jeunes filles amputées, des filles de 12 ans amputées, qui participaient à une compétition d'athlètes amputés. Voilà la réalité dans laquelle ces gens vivent. Ce sont les victimes de l'Holocauste de notre époque et nous avons la responsabilité de les protéger. Et il faut qu'on soutienne aux États-Unis des candidats qui seraient prêts à utiliser l'armée américaine pour protéger cette population. Ça peut sembler absurde, mais il y a une proposition assez proche de ça, présentée par le président colombien Gustavo Petro à l'ONU l'an dernier, pour intervenir en faveur des victimes du génocide à Gaza. Simplement, aucune force n'a accepté de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer la politique ici et élire des candidats prêts à agir si Israël refuse de désarmer son régime de l'Holocauste. Ce ne sera peut-être pas pour maintenant, mais dans 50 ans, certains regarderont peut-être cette interview et diront « Oui, il l'avait dit ». La dernière chose que je voulais te demander, et je voulais le faire dès le début, je suis content de ne pas avoir oublié. C'est quelque chose dont la semaine dernière seulement, Tucker m'a parlé, Marjorie Taylor Greene et Joe Kent aussi. Tous ont évoqué, ou au moins mentionné, qu'ils étaient inquiets à l'idée que le président puisse être sous pression. Et ils ont tous fait le lien avec, je leur ai posé la question, surtout à Marjorie, sur le moment où elle avait commencé à percevoir ce changement, et ils ont tous désigné Butler, la tentative d'assassinat. Je ne t'ai jamais posé cette question. Je ne t'ai jamais entendu en parler. Penses-tu qu'il puisse y avoir une part de vérité là-dedans? Que le président puisse se sentir menacé, que ce soit lui-même, sa famille, sa vie, ou quelque chose de moins grave, peut-être des menaces juridiques, économiques ou simplement politiques. Est-ce que ça pourrait être ce qui guide ses décisions? Parce que la guerre contre l'Iran, franchement, c'est une guerre stupide. Tu parlais tout à l'heure du détroit d'Ormuz, du fait que les Iraniens avaient réussi à sécuriser le détroit avec leurs installations de missiles souterraines. Mais tout le monde savait ça. Tout le monde connaissait leur base de missiles enfouies profondément sous terre. Avec les services de renseignement américains, je suis sûr qu'ils savaient exactement à quelle profondeur c'était. Tout le monde savait que l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz. Ils pouvaient frapper facilement les infrastructures du Golfe. Donc, pas besoin d'être analyste du renseignement pour arriver à ces conclusions. Alors la vraie question c'est, pourquoi diable Trump a-t-il fait ça? C'est pour ça que j'ai repensé à cette théorie ces derniers temps. Eh bien, j'en ai beaucoup parlé et j'ai aussi beaucoup écrit à ce sujet. Et pour ceux que ça intéresse, sur The Grey Zone, sous ma signature, j'ai publié une enquête intitulée « Comment Israël et le FBI ont manipulé des complots d'assassinat
pour pousser Trump à faire la guerre à l'Iran. C'est sorti le 6 mars, donc tout le monde peut aller la consulter. Tu peux le retweeter s'il y a un tweet à ce sujet. Moi aussi, je le retweeterai. Comme ça, les gens le verront plus facilement. Oui, je vais simplement te l'envoyer dans le chat. Sur WhatsApp. Oui, envoie-le-moi sur WhatsApp si tu peux, et je le retweeterai pour le public. D'accord, je te cherche rapidement. Voilà, je l'ai. Donc oui, en fait, c'était une enquête que j'ai menée sur l'affaire d'un homme nommé Asif Merchant. Et il y a plusieurs autres affaires. Mais en gros, toutes ces soi-disant affaires de terrorisme étaient présentées comme des tentatives d'assassinat iraniennes contre Donald Trump, orchestrées par les gardiens de la Révolution, l'IRGC. Et souvenez-vous, le 28 février 2026, quand Donald Trump a lancé l'opération, entre guillemets, Epic Fury, et qu'il a fait assassiner l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, il a déclaré « Je l'ai eu avant qu'il ne m'ait ». Trump était vraiment enthousiaste à ce sujet. C'est parce qu'on lui avait dit, du côté israélien, que c'était les Israéliens qui avaient fait ça. Et ensuite, Hegseth est sorti en disant qu'ils avaient aussi tué un membre de l'IRGC qui aurait dirigé plusieurs tentatives contre Donald Trump. Et sur quoi s'était basé ça? Sur quoi reposait exactement cette affirmation? Tout ça reposait sur plusieurs complots qui en réalité n'auraient jamais abouti. Des complots qui n'étaient pas sérieux, qui étaient constamment surveillés par des agents infiltrés du FBI et des informateurs, et dans bien des cas, même orientés par des agents du FBI. Avant ça, ils étaient dirigés par les services de renseignement israéliens, notamment ce complot impliquant un ressortissant pakistanais nommé Asif Merchant, qui vient d'être condamné pour un projet d'assassinat très flou. Donald Trump avait été informé que ces complots étaient en fait des opérations iraniennes contre lui. Et on en est arrivé au point où, pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, il voyageait sur un avion fantôme pour ses déplacements. En gros, il envoyait son équipe à bord du Trump Force One, et lui, il volait sur le jet privé de Steve Witkoff, parce qu'on lui avait dit, totalement à tort, sur la base d'informations extrêmement douteuses, que des agents du corps des gardiens de la Révolution islamique se trouvaient aux États-Unis et prévoyaient d'abattre Donald Trump avec des armes anti-aériennes. C'était faux. C'était en gros une mise en scène, et Trump était manipulé. Mais il y a eu de vrais complots, je veux dire, de vraies tentatives d'assassinat contre Donald Trump, plus réelles que celles contre n'importe quel président depuis Ronald Reagan, depuis que John Hinckley a tiré sur Reagan. Et ces tentatives étaient étranges, comme celle de Butler. C'était bizarre. Tout le monde l'a ressenti. C'était inhabituel qu'un inconnu, dont on nous avait d'abord dit qu'il n'avait aucune trace en ligne, Thomas Matthew Crooks, ait pu grimper sur un toit après avoir testé un drone sur le terrain de la foire de Butler, puis tirer plusieurs coups de feu avant qu'un policier local héroïque ne l'abatte, pendant que les agents des services secrets restaient pratiquement figés. Il n'y a pas eu de licenciement immédiat au sein des services secrets. Et selon la version officielle, il a effleuré l'oreille de Trump. Il y a eu Ryan Routh. Tu sais, il a réussi à s'approcher de Mar-a-Lago avec un fusil. Ce type avait un passé assez louche. Il formait des volontaires américains et étrangers pour le bataillon international en Ukraine. Et puis, la tentative d'assassinat contre Charlie Kirk a clairement ébranlé Donald Trump. Mais dans l'affaire de Butler, il n'y avait aucune preuve claire qui pointait vers l'Iran. Ça, par contre, ça n'a pas dérangé Mike Waltz. À l'époque, Mike Waltz était membre du Congrès, très pro-Trump, un fidèle du camp Trump au Capitole, et c'était aussi quelqu'un dont la carrière avait été soutenue par le lobby israélien. C'est l'un des plus gros bénéficiaires à la Chambre des représentants de l'argent de l'AIPAC. L'AIPAC l'a même aidé à être recruté. Et après le Congrès, il a rejoint l'administration Trump.
Il a d'abord été directeur du Conseil de sécurité nationale jusqu'à l'affaire Signalgate sur le Yémen. Initially NSC director until Signalgate on Yemen. Now he's the UN ambassador. But he was on the Aujourd'hui, il est ambassadeur à l'ONU. Mais à l'époque, il faisait partie du comité chargé d'enquêter sur Butler. Et il n'arrêtait pas d'essayer d'orienter le comité vers cette espèce de théorie complètement tordue, selon laquelle Butler faisait en réalité partie d'un complot iranien. C'est vraiment étrange. Alors imaginons que Butler ait réussi, d'accord? Que Trump ait effectivement été assassiné ce jour-là, et que Mike Waltz, lui, continuait à pousser cette histoire d'un complot iranien. Qui se serait retrouvé juste derrière, dans la hiérarchie du Parti républicain? C'était Nikki Haley, l'une des plus grandes faucons anti-Iran et des néoconservatrices les plus acharnées du parti aujourd'hui. Elle aurait très bien pu prendre la place de Donald Trump comme candidate et lancer une guerre contre l'Iran sur le champ, en accusant Téhéran d'avoir tué Donald Trump. C'était une vraie possibilité. Il y a d'ailleurs un excellent livre en ce moment écrit par Ken Silva. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours. Il en sait énormément sur cet assassinat. C'est fou. Il connaît même la météo, la température à ce moment-là. Mais oui, son livre est incroyable. He's the expert, and he's also not like a conspiracy theorist. He's a conspiracy analyst, or he only deals with conspiracy facts. So he's actually poured cold water on some of the sillier assassination conspiracy theories. A very serious reporter and analyst, and I consulted him on my investigation. But the overall point I'm making is that there's clear evidence, there's a clear record. C'est qu'il existe des preuves claires, un dossier clair montrant que Trump a été placé sous pression à cause de véritables projets d'assassinat. Ces projets ont ensuite été transformés en une histoire imaginaire de complot iranien ou en un plan iranien plus douteux, censé venger la mort de Qassem Soleimani en tuant Donald Trump. Et Trump croyait ça jusqu'au 28 février. Je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui, ni s'il croit qu'Israël chercherait à l'éliminer. Mais je sais, d'après plusieurs sources qui ont parlé récemment avec Donald Trump et qui l'ont côtoyé, qu'il n'a pas beaucoup d'affection pour Netanyahou. Il se méfie énormément de lui et il ressent un profond malaise. Il est conscient du pouvoir que ces forces liées à Israël peuvent avoir contre lui. Quand je dis lui nuire, je parle plutôt d'un risque politique. Il peut craindre qu'on lui cause du tort sur ce plan-là, ou que Myriam Adelson coupe le robinet de son financement. Il y a beaucoup de leviers qui peuvent actionner, sans aller jusqu'à lui faire du mal physiquement. Son journal, Israel Hayom, a publié un article le qualifiant « Je crois qu'ils ont traité Trump de traître aujourd'hui ». Oui, et l'assassinat, c'est vraiment leur spécialité. Le Mossad a toute une division consacrée à ça. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens croient que Charlie Kirk a été assassiné par Israël. Même si moi, je n'ai trouvé aucune preuve de ça. Je ne l'ai pas nié 2 fois. Je lisais un autre article dans le Jerusalem Post où ils imaginaient un peu que Joseph Aoun, le président du Liban, soit assassiné par le Hezbollah. Et ils disaient que si ça arrivait, alors les États-Unis devraient retourner en guerre contre l'Iran. Donc forcément, ça me pousse un peu à devenir complotiste. Oui, exactement, exactement. Je ne m'attendrais pas à ce qu'Israël tue Joseph Aoun, ni les Américains d'ailleurs. Et au passage, je soutiens ce qu'il essaie de faire. Il est peut-être sceptique, mais je le soutiens. Bref, quand je vois une histoire comme celle-là, je ne remets pas en cause ton scepticisme. Max, content de te revoir, ne nous laisse pas trop longtemps sans nouvelles. C'est vraiment bien de discuter à nouveau avec toi. Donne-nous ta vision des choses. J'adore ton analyse et j'aimerais qu'on refasse ça bientôt. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, Mario. Merci, Max.
Très bien, les amis, je vais reprendre le direct dans quelques secondes avec Brendan Weichert. Ensuite, on aura Trita Parsi juste après. On a vraiment une programmation incroyable aujourd'hui. Voyons un peu qui d'autre est prévu. Trita Parsi, Brendan Weichert, Glenn Dizen, Alex Jones, Malcolm Nance, Larry Johnson et Jack Farley. Tous sont programmés pour aujourd'hui. Et les 2 dernières interviews que vous devriez aller voir. Le professeur Izadi, en Iran, et Yaakov Katz, du Jerusalem Post. 2 très bonnes discussions que j'ai vraiment appréciées. Il nous reste donc pas mal d'interviews pour la journée. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ça va être une longue journée, mais avec une super programmation. J'espère que vous avez autant apprécié la conversation avec Max Blumenthal que moi. Il suit ce sujet depuis bien plus longtemps que la plupart des gens à qui je parle. Donc c'est toujours quelqu'un de très intéressant à écouter. On se retrouve dans quelques minutes avec Brendan Weichert. À tout de suite. See you guys in a couple of minutes with Brendan Weichert.